Des heures après avoir donné naissance à mes jumeaux, j'ai reçu un message de mon mari mais il n'était pas destiné à moi. Il mentionnait la phase 2. Et quand je suis sorti de l'hôpital, tenant mes bébés dans les bras, je me suis figé. Car assise dans la voiture à ses côtés, se trouvait la dernière personne à laquelle je m'attendais. Puis, tout est devenu noir. Les néons blafards du couloir de l'hôpital crépitaient au-dessus de ma tête tandis que je tenais mon téléphone, les doigts tremblants. Le SMS brillait sur l'écran tel un panneau au néon annonçant ma propre ruine. Les bébés sont enfin là. Il est temps de passer à la phase 2. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Rendez-vous ce soir à notre endroit habituel. R. Le message ne m'était pas destiné. Il était destiné à elle. Sophie, ma sœur, ma demoiselle d'honneur, ma meilleure amie depuis l'enfance. Celle qui m'avait tenu la main durant mes nausées matinales et m'avait promis d'être la meilleure tante que mes enfants pourraient jamais avoir. Je fixais le message qui avait été envoyé par erreur sur mon téléphone au lieu du sien. Mes mains tremblaient si fort que je faillis lâcher l'appareil. Les jumeaux, mes magnifiques et parfaits jumeaux, dormaient dans leur berceau à moins d'1 mètre, ignorant que leur monde s'effondrait avant même d'avoir commencé. Antoine, mon mari depuis 6 ans. L'homme qui m'avait murmuré de douces promesses pendant mes 18 heures de travail. L'homme qui avait coupé leurs cordons ombilicaux avec des larmes dans les yeux. L'homme qui m'avait embrassé le front et dit qu'il m'aimait il y a à peine 2 heures. Phase 2. Les mots résonnaient dans ma tête comme un glas. Quelle était la phase 1? Notre mariage, ma grossesse. La façon dont il avait insisté pour que je quitte mon emploi de conseillère financière afin de me consacrer au bébé. La façon dont il m'avait lentement isolé de mes amis, de ma famille, de tout le monde sauf de Sophie. Mon souffle devenait court et haletant. L'air stérile de l'hôpital semblait épais, suffocant. Je titubais vers la fenêtre, mes jambes affaiblies par l'accouchement et le choc. Le parking s'étendait en contrebas, ordinaire et paisible, se moquant du chaos qui me déchirait la poitrine. C'est là que je les vis. Antoine se tenait à côté de notre SUV noir, ses bras enroulés autour d'une femme aux longs cheveux auburn. Même à 4 étages de hauteur, je pouvais voir comment elle se fondait en lui. La façon dont ses mains s'emmêlaient dans ses cheveux comme il l'avait fait 1000 fois auparavant, comme il le faisait avec moi autrefois. Sophie, ma sœur, ma traîtresse. Ils s'embrassaient avec la faim désespérée d'amants qui avaient été trop longtemps privés. Pas un baiser rapide d'une liaison, mais le baiser profond et revendicateur de gens qui s'appartenaient, qui s'étaient toujours appartenus. Je pressais mon visage contre la vitre froide, regardant ma vie entière se désintégrer sur le parking en contrebas. Depuis combien de temps cela durait-il? Depuis combien de temps étais-je la sotte, l'obstacle, la victime involontaire de leur grand projet? Mon téléphone vibra à nouveau. Un autre message. J'ai hâte de commencer notre vraie vie ensemble. L'avocat dit que l'arrangement de garde sera facile avec sa dépression postpartum. Tu avais raison. Elle est tellement isolée maintenant. Personne ne remettra cela en question. Passe me chercher à 8 heures. Arrangement de garde, dépression postpartum. Les mots me frappaient comme des coups physiques. Je m'affalais contre la fenêtre, la réalité de leur complot se cristallisant avec une horrible clarté. Ils n'avaient pas seulement une liaison. Ils avaient planifié cela, planifié de me prendre mes enfants, planifié de me détruire si complètement que je serais jugé inapte, instable, incapable de prendre soin de mes propres bébés. L'isolement. La façon dont Antoine m'avait lentement convaincu de quitter mon emploi, de dépendre entièrement de lui. La façon dont Sophie avait été si solidaire, si compréhensive, toujours là avec une épaule pour pleurer et des conseils qui semblaient maintenant conçus pour me rendre plus dépendante, plus fragile. Je pensais à toutes les fois où Sophie m'avait suggéré que je semblais dépassée ou stressée pendant la grossesse. Tout le temps où elle avait mentionné, aussi négligemment, combien il était important pour les nouvelles mères d'avoir des systèmes de soutien. Que certaines femmes n'étaient tout simplement pas faites pour la maternité. Ils avaient construit leur dossier. Documentant ma supposée instabilité. Se préparant à me dépeindre comme une mère inapte afin de pouvoir avoir mes enfants et être ensemble. Je me dirigeais à nouveau vers les berceaux, regardant mes jumeaux endormis. Eva et Thomas. Mon cœur, mon âme, tout mon être. Ils pensent qu'ils peuvent vous prendre à moi. Murmurai-je, ma voix à peine audible par rapport au bourdonnement des appareils médicaux. Ils pensent que je suis faible, brisé, facile à détruire. Eva remua dans son sommeil, son petit poing se déployant comme une fleur. La bouche de Thomas bougeait au rythme des rêves, paisible et confiante.
quelque chose de froid et de dur s'est installé dans ma poitrine. Pas la rage ardente que j'attendais, mais quelque chose de bien plus dangereux. Un calme calculé qui se répandait dans mes veines comme de l'eau glacée. J'avais été sous-estimé, rejeté, éliminé avant même que le combat n'ait commencé. C'était leur première erreur. Avant de continuer, veuillez écrire dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo. Nous adorons savoir d'où notre famille mondiale s'intonise. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Votre soutien nous aide à apporter encore plus d'histoires de vengeance épique de la vie. Bonne écoute. Les papiers de sortie crissèrent dans mes mains alors que j'étais assise dans le fauteuil roulant. La politique de l'hôpital exigeait que je sois transportée comme une invalide. Comme c'est approprié. Comme c'est parfaitement en ligne avec le récit qu'ils avaient élaboré. Antoine poussait le fauteuil roulant d'une main, portant le siège auto de Thomas de l'autre. Son visage était un masque de mari préoccupé, plein de sourires doux et de regards inquiets. Si je ne l'avais pas vu dans le parking, si je n'avais pas lu ses messages, j'aurais pu croire à la performance. « Ça va, ma chérie ?» demanda-t-il, sa voix dégoulinant d'une fausse sollicitude. « Tu sembles un peu distante. » Distante. C'était la première graine de doute semée pour quiconque pourrait écouter. L'infirmière qui marchait à côté de nous, le bénévole âgé à la réception, le garde de sécurité près de la porte, tous des témoins potentiels de ma prétendue instabilité. « Je vais bien, dis-je, gardant ma voix ferme. Juste fatigué. Bien sûr que oui. Tu as traversé tellement de choses. Il serra mon épaule et je luttai contre l'envie de me retirer. Sophie s'est inquiétée à mort. Elle n'arrête pas d'appeler depuis ce matin. Je parie qu'elle s'est probablement inquiétée que leur petit complot s'effondre. Les portes automatiques s'ouvrirent et le soleil de l'après-midi me frappa le visage comme une gifle. Le parking, qui avait semblé si paisible depuis la fenêtre de l'hôpital, me semblait maintenant un champ de bataille. Chaque voiture, chaque ombre, chaque personne pouvait faire partie de leur plan. Antoine arrêta le fauteuil roulant à côté de notre SUV, et je sentis mon cœur faire un bond. C'était ça, le moment de vérité. Serait-elle là? Serait-il vraiment assez audacieux pour la voir dans la voiture? Laisse-moi t'aider à te lever, dit Antoine, ses mains douces sur mes bras. Trop douces, comme si j'étais en verre, comme si j'étais fragile. Je me levai lentement, jouant le rôle de la nouvelle mère épuisée. Ce n'était pas difficile. J'étais épuisé. Mais sous la fatigue, mon esprit était vif, cataloguant chaque détail, chaque nuance de leur performance. Antoine ouvrit la portière passager et je regardai à l'intérieur. Bien sûr, il n'était pas assez stupide pour ça. Mais en m'installant sur le siège, j'ai remarqué quelque chose qui m'a donné froid dans le dos. Le désodorisant suspendu au rétroviseur. Un petit pain qui était là depuis des mois avait disparu. À sa place pendait une petite étoile argentée, du genre que Sophie avait toujours préféré. Elle était dans cette voiture récemment. L'odeur de son parfum, jasmin et vanille, flottait encore dans l'air, mélangée à quelque chose d'autre. Quelque chose qui me retournait l'estomac. Le parfum d'Antoine. Le couteau qu'il ne portait que lors d'occasions spéciales. Celui qu'il avait porté le jour de notre mariage. Ils avaient été là ensemble dans notre voiture familiale, où j'allais ramener mes bébés de l'hôpital. J'ai fermé les yeux, luttant contre la vague de la nausée qui n'avait rien à voir avec l'accouchement. Derrière mes paupières closes, je pouvais les voir clairement. Les mains d'Antoine sur le corps de Sophie, ses lèvres contre son cou, leur passion se jouant dans le siège même où j'étais assise maintenant. « Tout va bien ?» demanda Antoine en s'installant au volant. « Tu as l'air pâle, juste fatigué ?» répétai-je, le mensonge ayant un goût amer sur ma langue. Il démarra le moteur et la radio s'alluma automatiquement. Une station de jazz douce que je n'avais jamais écoutée, qu'Antoine n'avait jamais écoutée. Mais Sophie aimait le jazz. Elle m'avait traîné à d'innombrables concerts en essayant de me convertir à ce qu'elle appelait la vraie musique. Un autre signe, une autre preuve qu'elle était passée par là, qu'elle s'était installée confortablement dans ma vie, dans mon espace, dans mon mariage. Notre maison ressemblait exactement à ce qu'elle était lorsque je l'avais quittée il y a 3 jours, mais tout semblait différent. La clôture de planches blanches qui symbolisait autrefois notre vie parfaite ressemblait maintenant à une prison. La porte d'entrée jaune gaie semblait se moquer de moi avec sa fausse chaleur. Antoine portait les 2 sièges auto pendant que je marchais lentement derrière lui, jouant le rôle de la nouvelle mère fragile. Mes jambes étaient stables, mon esprit vif,
mais je me laissais pencher lourdement sur la rambarde du porche. Je laissais ma respiration sembler laborieuse. Allez doucement, dit Antoine, cherchant ses clés. Tu ne veux pas en faire trop. En faire trop. Une autre phrase pour le récit. Une autre brique dans le mur qu'il construisait autour de moi. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'Antoine n'ait pu trouver ses clés. Sophie se tenait dans l'embrasure de la porte, son visage un masque d'inquiétude fraternelle. Elle portait un de mes tabliers, le bleu avec de petites fleurs que ma mère m'avait offert pour mon anniversaire. Ses cheveux auburn étaient tirés en un chignon désordonné, et elle avait l'air parfaitement à l'aise dans ma cuisine, dans ma vie. « Oh, Dieu merci, tu es rentré, dit-elle, se précipitant pour prendre le siège auto d'Eva. J'étais si inquiète. Comment te sens-tu ? L'inquiétude dans sa voix était digne d'un Oscar. Si je ne l'avais pas vue dans le parking, si je n'avais pas lu ses messages, j'aurais pu tomber dans ses bras avec gratitude. Au lieu de cela, je regardais ses mains sur le siège auto de mon bébé, je regardais la façon dont elle regardait Eva avec quelque chose qui n'était pas tout à fait de l'amour, quelque chose de gourmand. Je vais bien, dis-je, ma voix plate. Tu es sûr ? Tu as l'air épuisé. Plus qu'épuisé. Tu as l'air. Il s'arrêta comme s'il cherchait le bon mot. Dépassé, c'était le mot qui était apparu dans leur message texte, le fondement de leur dossier contre moi. Je vais bien, répétai-je, mais je laissais ma voix craquer légèrement. Laisse-les penser qu'ils m'atteignent. Antoine porta Thomas à l'intérieur, et je suivis, mes yeux parcourant chaque détail de ma maison. Le salon était impeccable, plus propre que je ne l'avais jamais vu. La table basse portait un vase de fleurs fraîches, des lys blancs, le genre utilisé aux funérailles. Les coussins du canapé étaient parfaitement arrangés, et les coussins décoratifs étaient duveteux et positionnés avec une précision militaire. Ça ressemblait à une salle d'exposition, à une maison où personne ne vivait vraiment. Je garde l'endroit en ordre, dit Sophie, suivant mon regard. Je sais à quel point il est important d'avoir un environnement propre et organisé pour les bébés. Organisé. Les mots semblaient des accusations. Comme si ma maison normale et habitée avait été d'une manière ou d'une autre inadéquate. Comme si j'avais été inadéquate. Merci, réussis-je à dire. Antoine posa le siège auto de Thomas sur la table basse, et je le regardai échanger un rapide coup d'œil avec Sophie. Cela dura moins de 3 secondes, mais cela en dit long. Un secret partagé, une communication silencieuse. « Pourquoi n'irais-tu pas te reposer ?» suggéra Antoine, sa main sur le bas de mon dos. Sophie et moi pouvons nous occuper des bébés pendant un moment. Sophie et moi pouvons nous occuper des bébés. Pas nous pouvons prendre soin des choses. Sophie et moi, comme s'ils formaient une équipe, comme s'ils étaient les parents. Je vais bien, dis-je pour la 3e fois. Mais même moi, je pouvais entendre la tension dans ma voix. Non, tu n'allais pas bien, dit fermement Sophie. Tu es épuisé. Tu as vécu une expérience traumatisante. L'accouchement est traumatisant même quand tout va bien. Tu as besoin de te reposer. Traumatisant. Un autre mot pour leur dossier. Une autre façon de me dépeindre comme instable, incapable de faire face. Je veux passer du temps avec mes bébés, dis-je, tendant la main vers le siège auto d'Eva. La main de Sophie jaillit, couvrant la mienne. Ses doigts étaient froids, sa prise étonnamment forte. Bien sûr que tu veux, dit-elle, sa voix apaisante. Mais tu dois d'abord prendre soin de toi. Tu ne peux pas verser d'une coupe vide. La phrase était l'une de ses préférées, quelque chose qu'elle m'avait dit d'innombrables fois au fil des ans. Mais maintenant, cela ressemblait à une arme, un moyen de m'éloigner de mes propres enfants. Juste 1 heure, ajouta Antoine. Nous les surveillerons. Tu vas te reposer. Il me poussait dans le coin, utilisant ma propre fatigue contre moi. Si je refusais, je semblerais déraisonnable. Si j'acceptais, je prouverais leur point de vue sur mon incapacité à gérer la maternité. Je regardais mes bébés, dormant paisiblement dans leur siège auto. Ils étaient si petits, si vulnérables, si complètement dépendants de moi pour les protéger. D'accord, dis-je finalement, juste 1 heure. Le sourire d'Antoine était triomphant. Celui de Sophie était empreint de sympathie. Les deux étaient des mensonges. Je montais les escaliers vers ma chambre, chaque pas ressemblant à une défaite. Derrière moi, je pouvais entendre leurs mouvements, leur voix basse et intime. Les sons d'un couple jouant à la maison avec mes enfants. La porte de ma chambre se ferma avec un doux clic,
et je fus seul pour la première fois depuis mon départ de l'hôpital. Je m'assis au bord de mon lit, fixant la photo de famille sur ma table de chevet. Antoine et moi le jour de notre mariage, riant de quelque chose que le photographe avait dit. Nous avions l'air si heureux, si amoureux. Mais maintenant, je pouvais voir ce que j'avais manqué auparavant. La façon dont Sophie rôdait en arrière-plan de chaque photo, toujours près d'Antoine, toujours à regarder. La façon dont son sourire n'atteignait jamais vraiment ses yeux quand elle me regardait. Combien de temps avait-elle voulu ce que j'avais? Combien de temps avait-elle planifié de le prendre? Je me suis allongé sur le lit, tirant un oreiller sur mon visage pour étouffer le son de mes larmes. Mais même en pleurant, mon esprit travaillait, planifiait, calculait. Il pensait avoir gagné. Il pensait que j'étais brisé, sans défense, facile à détruire. Ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient affaire. Le sommeil ne vint pas. Au lieu de cela, je suis resté allongé dans mon lit, écoutant les sons de ma maison qui se faisaient envahir. Des pas dans le couloir, des conversations tranquilles, les doux pleurs de mes bébés apaisés par des voix qui n'étaient pas les miennes. Après ce qui m'a semblé être des heures, j'ai entendu la voix d'Antoine au téléphone. Les mots étaient étouffés, mais le ton était clair. Affaire, pas plaisir. Il était dans son bureau, probablement porte close, pensant qu'il était en sécurité. Je me suis levé du lit et me suis faufilé jusqu'en haut des escaliers. Le couloir était vide, mais j'entendais Sophie fredonner dans le salon. Une berceuse que j'avais chantée à mes bébés lorsqu'ils étaient encore dans l'utérus. Le bureau d'Antoine était au bout du couloir, et je pouvais voir une mince fente de lumière sous la porte. Sa voix était plus claire maintenant, professionnelle et froide. « Les papiers sont prêts, disait-il. Oui, je comprends le calendrier. Plus tôt nous pourrons établir un schéma d'instabilité, mieux ce sera. Schéma d'instabilité. Les mots me frappaient comme des coups physiques. Il ne planifiait pas seulement de me prendre mes enfants. Il planifiait de me détruire complètement. Elle montre déjà des signes, continua Antoine. Détachement des bébés, difficulté à créer des liens. Sophie documente tout. Documentez tout. J'ai pressé ma main contre ma bouche pour m'empêcher de crier. Chaque moment de fatigue, chaque larme, chaque fois que j'avais lutté avec la réalité écrasante des jumeaux nouveau-nés. Tout cela avait été de l'artillerie pour leur dossier. L'angle de la dépression postpartum est parfait, dit Antoine. Personne ne le remet en question. Tout le monde s'attend à ce que les nouvelles mères soient instables. Et avec son histoire d'anxiété. Histoire d'anxiété. Je lui avais confié mes luttes à l'université. Les attaques de panique qui m'avaient conduite à la thérapie. Il avait été si compréhensif, si solidaire. Maintenant, il utilisait mes vulnérabilités contre moi. Quand elle réalisera ce qui se passe, il sera trop tard, continua Antoine. L'arrangement de garde sera temporaire au début, mais avec la bonne documentation, nous pouvons le rendre permanent. Elle aura de la chance d'avoir des visites supervisées. Visites supervisées avec mes propres enfants. Les enfants que j'avais portés pendant 9 mois, mis au monde dans la douleur, aimés de toutes les fibres de mon être. Je me suis éloigné de la porte, mon cœur battant si fort que j'étais sûr qu'il l'entendrait. Le couloir semblait s'étirer à l'infini alors que je retournais dans ma chambre, chaque pas ressemblant à une marche dans du sable mouvant. Mais j'avais entendu assez. Je connaissais leur plan maintenant. Je connaissais le calendrier. Je savais exactement comment ils avaient l'intention de me détruire. Et pour la première fois depuis la lecture de ce premier message texte, j'ai souri parce que la connaissance était le pouvoir et que j'avais été sous-estimé assez longtemps. Le lendemain matin, j'ai parfaitement joué mon rôle. Je suis descendu, décoiffé et fatigué, les cheveux non lavés et les yeux cernés. Ce n'était pas entièrement une mise en scène. J'avais passé la nuit à comploter au lieu de dormir, mais j'avais exagéré la fatigue pour leur bénéfice. « Comment te sens-tu » demanda Sophie, levant les yeux de la table de la cuisine où elle nourrissait Eva avec un biberon. Mon lait maternel pompait avant que je ne quitte l'hôpital dans mes biberons avec mon bébé. Mais ses mains, ses bras, sa voix appelant ma fille chérie et précieuse. Fatigué, dis-je, m'affaissant sur une chaise. Tellement fatigué. C'est tout à fait normal, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse assurance. Les nouvelles mères luttent toujours avec l'épuisement. C'est l'un des premiers signes de dépression postpartum. Premier signe. Elle construisait déjà le récit, posait déjà les bases de leur dossier. Antoine apparut dans l'embrasure de la porte, entièrement habillé pour le travail.
Son costume était parfaitement repassé, sa cravate droite, ses cheveux coiffés. Il avait l'air d'un homme en parfait contrôle de sa vie. « Je dois aller au bureau, dit-il, m'embrassant le sommet de la tête. Mais Sophie sera là toute la journée. Elle a pris congé pour aider. Congé de son travail de juriste, un emploi qui lui donnerait une connaissance approfondie du droit de la famille, des batailles de garde et de la manière exacte de construire un dossier contre une mère inapte. Je n'ai pas besoin d'aide, dis-je, mais je laissai ma voix faiblir légèrement. Bien sûr que si, dit Antoine, son ton condescendant. Tu n'es pas toi-même en ce moment. Laisse Sophie s'occuper des choses. Il partit, et je me retrouvai seul avec ma sœur et mes bébés. Sophie continua de nourrir Eva pendant que je m'asseyais à la table, jouant le rôle de la mère dépassée. Mais mon esprit turbinait, cataloguant chaque détail, chaque mot, chaque geste. « Pourquoi n'irais-tu pas prendre une douche ?» suggéra Sophie. « Je m'occuperai des bébés. »« Je vais bien, dis-je, mais elle se levait déjà, se rapprochant de moi avec ce regard d'autorité inquiète. « Non, tu ne vas pas bien. Tu ne t'es pas douché depuis que tu es rentré. Tu n'as pas changé de vêtements. Tu as besoin de prendre soin de toi. » Elle avait raison. Bien sûr, je négligeais délibérément mon apparence, ajoutant à l'image de la mère instable. Mais elle s'établissait aussi comme la gardienne responsable, celle qui remarquait ce que je ne faisais pas, celle qui se souciait quand je ne pouvais pas juste une douche rapide, insista-t-elle. Je promets que je m'en occuperai bien. Je regardais mes bébés, dormant paisiblement dans leur sieste bébé. Le poing minuscule d'Eva était serré autour du doigt de Sophie et Thomas faisait de doux mouvements de succion pendant son sommeil. D'accord, dis-je, finalement, juste une rapide. Mais au lieu d'aller dans ma salle de bain, je me faufilai dans le bureau d'Antoine. La porte n'était pas verrouillée, son ordinateur était toujours ouvert sur le bureau. J'avais exactement 20 minutes avant que Sophie ne s'attende à mon retour. L'email d'Antoine était ouvert, et je parcourus ses messages récents avec l'œil exercé de quelqu'un qui avait autrefois enquêté sur la fraude financière pour gagner sa vie. La plupart étaient des correspondances de travail de routine, mais je trouvai ensuite le dossier intitulé juridique. Mon sang se glaça en lisant les messages. Communication avec un avocat spécialisé en divorce discutant des meilleures stratégies pour obtenir la garde exclusive. Référence à mes problèmes de santé mentale et à mon incapacité à créer des liens avec les bébés. Dossiers médicaux. Mes dossiers médicaux joints à des courriels discutant de mon aptitude à être mère. Mais c'est le dernier courriel qui fit trembler mes mains de rage. Le plan fonctionne parfaitement. S documente tout. Privation de sommeil, difficulté à créer des liens, signe de détachement. Le rendez-vous chez le pédiatre la semaine prochaine sera crucial. Si nous pouvons établir qu'elle ne s'occupe pas adéquatement des bébés, nous pouvons accélérer le dépôt de la demande de garde. Elle sera une excellente mère. Elle est déjà plus attachée aux jumeaux que leur mère biologique. Mère biologique. Comme si je n'étais déjà plus qu'une mère porteuse, un vaisseau qui avait servi son but et qui pouvait maintenant être jeté. J'ai rapidement transféré les emails les plus dommageables vers un compte privé que j'avais créé des années auparavant pour des documents financiers sensibles. Ensuite, j'ai supprimé les éléments envoyés, effacé l'historique du navigateur et me suis assuré que tout était comme je l'avais trouvé. La douche coulait quand je suis retourné dans le couloir, et j'ai réalisé avec horreur que j'étais tellement concentré sur la collecte de preuves que je ne m'étais pas réellement douché. Je me suis rapidement déshabillé et je suis allé sous l'eau chaude, la laissant laver les larmes de rage qui s'accumulaient dans ma poitrine. Quand je suis ressorti, propre et habillé de vêtements frais, Sophie m'attendait dans la chambre. « Tu te sens mieux ?» demanda-t-elle, mais ses yeux étaient calculateurs, évaluatifs. « Quoi ?» dis-je, m'asseyant sur le lit pour me brosser les cheveux. « Merci. »« Bien sûr. C'est à cela que sert la famille. » Elle se dirigea vers la fenêtre, regardant la rue. « Tu sais, j'y ai réfléchi. Cette maison est si isolée, si loin de tout. Ça doit être difficile d'être ici seul avec les bébés toute la journée. Isolé. Un autre mot pour leur dossier. Une autre façon de me dépeindre comme inadapté, instable, incapable de fournir un environnement adéquat à mes enfants. J'aime le calme, dis-je. Mais ce n'est pas bon pour toi ni pour les bébés. Ils ont besoin de stimulation, d'interaction. D'un environnement plus urbain. Environnement urbain comme l'appartement du centre-ville que Sophie économisait. Celui qu'elle avait mentionné à la légère lors de conversations, parlant toujours de combien il serait parfait pour élever des enfants. Peut-être, dis-je,
jouant le jeu, je n'y ai pas vraiment pensé. Tu devrais. Le bien-être du bébé doit passer avant tout. Elle se tourna de la fenêtre, son visage un masque d'inquiétude fraternelle. D'ailleurs, je pense que tu devrais voir quelqu'un, un thérapeute, quelqu'un qui se spécialise dans la dépression postpartum. Je vais bien, dis-je automatiquement. Non, tu ne vas pas bien. Et ce n'est pas grave. C'est tout à fait normal. Mais tu as besoin d'aide. Aide professionnelle. Aide professionnelle. Plus de documentation. Plus de preuves de mon inaptitude. Plus d'artillerie pour leur dossier. J'y penserai, dis-je. Bien. J'ai déjà passé quelques appels. Docteur. Martin a une ouverture la semaine prochaine. Elle est censée être excellente avec les nouvelles mères. Déjà passé des appels. Déjà choisi une thérapeute. Déjà commencé à construire la piste papier qui prouverait que j'étais mentalement instable, incapable de prendre soin de mes enfants. J'ai hoché la tête, jouant le rôle de la sœur reconnaissante. Mais à l'intérieur, la froide rage s'accumulait, se répandait dans mes veines comme de l'eau glacée. Il m'avait sous-estimé. Il m'avait rejeté comme faible, brisé, facile à manipuler. Il n'avait aucune idée de ce dont j'étais capable. Le rendez-vous chez le pédiatre était prévu pour le jeudi matin. Docteur Dubois avait été mon obstétricienne, et j'avais supposé qu'elle continuerait à s'occuper des jumeaux. Mais en arrivant au cabinet, on m'a dit que Docteur Moreau, une pédiatre dont je n'avais jamais entendu parler, nous verrait à la place. Docteur Dubois est complètement réservé, expliqua la réceptionniste. Mais ses yeux ne rencontrèrent pas les miens. Docteur Moreau est excellente avec les nouveau-nés. Je me suis assise dans la salle d'attente, Thomas dans mes bras, et Eva dans son siège auto, me sentant comme si j'entrais dans un piège. Les autres mères dans la salle d'attente avaient l'air normal, compétentes, bien organisées. J'ai aperçu mon reflet dans le miroir de l'autre côté de la pièce, les cheveux légèrement en désordre, les vêtements froissés, des cernes sous mes yeux. J'avais l'air exactement comme elle voulait que j'aie l'air, instable, dépassé. Mais Madame Petit, une infirmière apparut à côté de moi, un bloc-notes à la main. Docteur Moreau vous verra maintenant. Docteur Moreau était plus jeune que je ne l'avais imaginé, avec des cheveux courts et blonds et des yeux gentils. Elle m'a accueilli chaleureusement, mais j'ai remarqué la façon dont son regard s'attardait sur mon apparence. La façon dont elle prenait des notes pendant que je luttais pour installer les deux bébés. Comment vous adaptez-vous à la vie avec des jumeaux, demanda-t-elle, sa voix douce. C'est difficile, ai-je admis. Mais je m'en sors. Dormez-vous assez? Un peu, autant que toute nouvelle mère, je suppose, fit-elle une note. Et comment va votre système de soutien? Recevez-vous de l'aide de votre famille? Ma sœur reste avec nous. Elle est très utile. C'est bien. Et votre mari? Il travaille beaucoup, pour voir à la famille. D'autres notes. Je pouvais voir le tableau se peindre. Mère épuisée, père absent, circonstances écrasantes. Je suis un peu préoccupé par la prise de poids de Thomas, dit Docteur Moreau en l'examinant. Il est tombé au 5e percentile depuis la naissance. Allaitiez-vous? Oui, mais j'ai complété avec du lait maternisé. Ma production de lait a été incohérente. La vérité était que Sophie donnait plus souvent du lait maternisé au bébé qu'au lait maternel, affirmant que c'était plus facile et moins stressant pour moi. J'étais trop fatiguée pour argumenter, trop reconnaissante pour l'aide pour remettre en question ses méthodes. Une production de lait incohérente peut être un signe de stress, nota Docteur Moreau. Vous sentez-vous stressé? Je vais bien, dis-je, mais même moi, je pouvais entendre l'épuisement dans ma voix. Madame Petit, je veux que vous sachiez que la dépression postpartum est très fréquente. Il n'y a aucune honte à chercher de l'aide. C'était le diagnostic vers lequel ils s'orientaient, la dernière pièce de leur puzzle. Je ne suis pas déprimé, dis-je, mais les mots sonnaient creux même pour moi. La dépression peut se manifester de nombreuses manières. Difficulté à créer des liens avec les bébés, problème de production de lait, sentiment de dépassement. Je pense qu'il serait bénéfique pour vous de parler à quelqu'un. Elle me tendit une carte avec un nom et un numéro. Docteur Valérie Dubois, spécialiste en santé mentale postpartum. J'ai déjà contacté son cabinet, continua Docteur Moreau. Elle a une ouverture demain matin. Je pense vraiment que vous devriez y réfléchir. Déjà contacté, tout comme Sophie avait déjà appelé.
Tout comme le rendez-vous avait été programmé avant même que je n'arrive. J'ai pris la carte, mes mains tremblant légèrement. Pas de peur, mais de rage. Ils avaient parfaitement orchestré cela. Chaque détail était planifié, chaque résultat prédéterminé. J'y penserai, dis-je. Bien. Et je voudrais revoir les bébés la semaine prochaine, juste pour surveiller la prise de poids de Thomas. Le rendez-vous s'est terminé par une ordonnance de supplément de lait maternisé, et une recommandation ferme pour un traitement de santé mentale. Je suis sorti du cabinet en me sentant comme si j'avais reçu un diagnostic de maladie incurable. Mais en attachant les bébés à leur siège auto, j'ai remarqué quelque chose qui m'a donné froid dans le dos. Une Peugeot bleue était garée de l'autre côté de la rue. Et au volant se trouvait une femme aux cheveux auburn. Sophie avait regardé, attendu, s'assurant que le rendez-vous se déroulait comme prévu. J'ai conduit jusqu'à la maison en silence, mon esprit en effervescence. Ils avaient couvert tous les angles, planifié tous les détails. La maison isolée, le mari absent, la sœur serviable, le médecin inquiet. C'était une tempête parfaite conçue pour me détruire. Mais les tempêtes parfaites peuvent être imprévisibles. Et j'avais collecté mes propres preuves, construit mon propre dossier. Il était temps de retourner la situation. Ce soir-là, j'ai pris ma décision. Je ne pouvais plus me contenter de jouer en défense, je ne pouvais plus réagir à leurs mouvements. Il était temps de passer à l'offensive. J'ai attendu qu'Antoine dorme, puis je me suis faufilé à nouveau dans son bureau. J'avais mémorisé son mot de passe des semaines auparavant. Notre anniversaire de mariage, la date qu'il était sur le point de détruire, et j'ai accédé à son ordinateur avec une facilité pratique. Le dossier email intitulé Juridique avait grandi depuis ma dernière visite. Nouvelle correspondance avec l'avocat spécialisé en divorce, stratégie détaillée pour la bataille de la garde, et surtout, un calendrier pour leur plan. Phase 1, établissement d'un schéma d'instabilité terminé. Phase 2, documentation de soins inadéquats aux enfants en cours. Phase 3, dépôt d'urgence de la garde prévu pour la semaine prochaine. Phase 4, arrangement de garde permanent prévu dans les 6 mois. La semaine prochaine, il prévoyait de prendre mes enfants la semaine prochaine. J'ai copié tout sur un disque sécurisé, puis j'ai creusé plus profondément dans les fichiers d'Antoine. Ce que j'ai trouvé m'a retourné l'estomac. Relevé bancaire montrant de gros transferts vers des comptes que je ne reconnaissais pas, police d'assurance qui avait été modifiée à mon insu. Même un nouveau testament qui laissait tout à Sophie en cas de décès. Décès. Les mots ressortaient comme une enseigne au néon. Il ne planifiait pas seulement de me prendre mes enfants. Il planifiait de m'effacer complètement. J'ai continué à creuser, suivant les traces numériques de leur trahison. Et puis je l'ai trouvé. Le coup de grâce qui allait tout changer. Un fichier vidéo enfoui profondément dans un dossier intitulé personnel. L'horodatage datait d'il y a 2 semaines, alors que j'étais encore enceinte. J'ai cliqué sur lecture et mon monde a explosé. La vidéo montrait Antoine et Sophie dans notre salon, mais ils n'étaient pas seuls. Une 3e personne était assise à notre table de cuisine. Un homme en costume cher que je reconnaissais comme Maître Dubois, l'avocat spécialisé en divorce d'Antoine. Le timing doit être parfait, disait Dubois. Si elle se méfie de quoi que ce soit avant la naissance des bébés, elle pourrait se défendre. Nous avons besoin qu'elle soit isolée, dépendante et documentée comme instable. Elle est déjà isolée, dit Sophie, sa voix froide et calculatrice. J'en suis sûr. Tous ses amis pensent qu'elle est trop occupée par la grossesse pour socialiser. Notre famille pense qu'elle est heureusement mariée et qu'elle n'a pas besoin d'eux. Elle n'a personne sauf nous. Bien. Et après la naissance, je serai la sœur parfaite, continua Sophie. Serviable, solidaire, documentant chaque moment de faiblesse, la privation de sommeil seule la fera paraître instable. Ajoutez à cela les hormones postpartum, l'isolement, la pression, elle craquera. Et si elle ne craque pas, demanda Dubois. Antoine se pencha en avant, son visage un masque de froide détermination. Alors nous l'aiderons un peu. Un peu de médicaments dans sa nourriture, quelques déclencheurs émotionnels soigneusement chronométrés. Au moment où quelqu'un se rendra compte de ce qui se passe, il sera trop tard. Médicaments dans ma nourriture, déclencheurs émotionnels. Il planifiait de me droguer pour me manipuler vers l'instabilité. La vidéo continuait, les montrant discuter de chaque détail de leur plan, comment ils me dépeindraient comme une mère inapte, comment ils utiliseraient mes propres vulnérabilités contre moi, comment ils prendraient mes enfants et ma vie et me laisseraient avec rien.
Mais ce sont les dernières minutes qui m'ont donné froid dans le dos. Et si elle essaie de se défendre, demanda Dubois. Et si elle découvre ce qui se passe? Le sourire d'Antoine était glacial. Elle ne le fera pas. Elle est trop faible, trop confiante. Elle n'a jamais été une combattante. Même si elle se méfiait de quelque chose, qui la croirait? Une femme avec des antécédents d'anxiété, isolée de son système de soutien, montrant des signes de dépression postpartum, elle semblera paranoïaque, délirante, et si cela ne suffit pas, alors nous nous assurons qu'elle ne puisse pas se défendre du tout. La voix d'Antoine était factuelle, comme s'il parlait de la météo. Des accidents arrivent, surtout aux nouvelles mères instables. Accident, le mot résonnait dans ma tête comme une condamnation à mort. Il ne planifiait pas seulement de me prendre mes enfants. Il planifiait de me tuer si je me mettais en travers de leur chemin. Je me suis assise dans le bureau sombre, regardant la vidéo se dérouler à l'écran, sentant quelque chose de fondamental changer en moi. La femme qui était entrée dans cette pièce avait disparu, remplacée par quelqu'un de plus dur, de plus froid, de plus dangereux. Il m'avait sous-estimé. Il m'avait rejeté comme faible, confiante, incapable de me défendre. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils avaient tort. Le lendemain matin, j'ai joué parfaitement mon rôle. Je suis descendu, l'air décoiffé et épuisé, les cheveux non lavés et les yeux rougis. Mais derrière la façade, mon esprit était clair comme du cristal, chaque détail catalogué, chaque mouvement planifié. « Comment avez-vous dormi ?» demanda Sophie, levant les yeux de son café. Elle était assise à ma table de cuisine portant ma robe, lisant mon journal, se sentant à l'aise dans ma vie. « Pas bien, dis-je, m'affaissant sur une chaise. Les bébés se sont réveillés toutes les 2 heures. Ce n'est pas normal, dit-elle, sa voix pleine d'une fausse inquiétude. Ils devraient dormir plus longtemps maintenant. Peut-être que vous ne les nourrissez pas assez. Pas assez les nourrir. Une autre offense à mon aptitude à être mère. Je suis les instructions du pédiatre, dis-je. Docteur Moreau a mentionné des inquiétudes concernant la prise de poids de Thomas. Peut-être devriez-vous envisager de passer entièrement au lait maternisé. Les materniser à plein temps, ce qui éliminerait l'allaitement, l'un des liens naturels entre la mère et l'enfant. Un autre élément de leur plan. J'y penserai, dis-je. Antoine apparut dans l'embrasure de la porte, entièrement habillé. Bonjour, chérie, dit-il, m'embrassant le sommet de la tête. Comment te sens-tu? Fatigué, dis-je, laissant ma voix craquer légèrement. Peut-être que vous devriez voir cette thérapeute aujourd'hui, suggéra-t-il. Docteur Dubois, n'est-ce pas? Sophie a pris rendez-vous. Bien sûr qu'elle l'a fait. Un autre élément de leur plan soigneusement orchestré. Je ne suis pas sûr d'être prête, dis-je. Vous devez être prête, dit Antoine, son ton ferme mais attentionné. Pour le bien des bébés, ils ont besoin d'une mère en bonne santé. Mère en bonne santé. Comme si j'étais malade. Comme si j'étais le problème. J'irai, dis-je finalement. Bien. Je vous conduirai. Il s'arrêta à la porte. Oh, et j'ai invité Maître Dubois à dîner ce soir. Nous avons des affaires à discuter. Maître Dubois, l'avocat spécialisé en divorce de la vidéo, l'homme qui avait aidé à planifier ma destruction. Quel genre d'affaires, demandai-je. Juste des questions juridiques. Rien dont vous ayez à vous soucier. Rien dont j'ai à me soucier. Comme les papiers de garde en cours de rédaction. Comme la stratégie pour me détruire, comme les plans pour prendre mes enfants. Après le départ d'Antoine, j'ai passé la matinée à jouer le rôle de la mère dépassée pendant que Sophie documentait chaque faux pas, chaque moment de fatigue, chaque signe de ce qu'ils appelleraient l'instabilité. Mais je me préparais aussi. Chaque fois que j'allais aux toilettes, je copiais des fichiers sur des disques cachés. Chaque fois que je sortais pour chercher le courrier, j'enregistrais des mémos vocaux sur un téléphone qu'ils ignoraient que j'avais. Chaque fois que je semblais lutter avec les bébés, je rassemblais en fait des preuves de leur manipulation. Quand le rendez-vous chez le thérapeute est arrivé, j'étais prête. Le cabinet de Docteur Dubois était dans un immeuble chic du centre-ville, tout en verre et en chrome. C'était une femme d'âge moyen avec des yeux gentils et un sourire chaleureux. Mais je pouvais voir l'évaluation dans son regard, la façon dont elle formait déjà des opinions sur mon état mental. « Parlez-moi de votre expérience de la maternité jusqu'à présent, dit-elle, sa voix douce. C'est difficile, ai-je admis. Les jumeaux représentent beaucoup de travail.
Et comment votre famille vous soutient-elle dans tout cela? Les 2 personnes dans ma vie en ce moment font de leur mieux. Ma sœur et mon mari. Elle prenait des notes, tout comme Dr Moreau. Construire le dossier, créer la piste papier. Je comprends que vous ayez des difficultés à créer des liens avec les bébés, dit-elle. Qui vous a dit cela? Dr Moreau l'a mentionné dans sa recommandation. Elle a dit que vous sembliez détaché pendant le rendez-vous. Détaché? Un autre mot pour le récit. Une autre façon de me dépeindre comme inapte. Je ne suis pas détaché, dis-je. J'aime mes enfants plus que tout. Bien sûr que vous le faites. Mais l'amour et la création de liens sont des choses différentes. Parfois, surtout avec des jumeaux, les mères peuvent se sentir dépassées. C'est tout à fait normal. Normal? Le mot qu'il continuait d'utiliser pour normaliser ma supposée instabilité. Je vais bien, dis-je, mais je laissais ma voix vaciller légèrement. Madame Petit, je veux que vous sachiez que c'est un espace sûr. Quels que soient vos sentiments, quelles que soient vos expériences, je suis là pour vous aider. Espace sûr. Comme si n'importe où pouvait être sûr. Quand les gens qui me sont les plus proches planifiaient ma destruction. Je veux juste être une bonne mère, dis-je. Et pour la première fois, je laissais une vraie émotion transparaître dans ma voix. Je sais que vous le voulez, et vous pouvez l'être, mais vous devez d'abord prendre soin de vous. Avez-vous eu des pensées de vous faire du mal ou de faire du mal au bébé? La question me frappa comme un coup physique. Il plantait déjà les graines de ce récit, construisant déjà le diagnostic ultime. Non, dis-je fermement. Jamais. C'est bien. Mais je veux que vous sachiez que si jamais vous avez ces pensées, vous devez m'appeler immédiatement. Promettez-le. Je promets. La séance s'est terminée par une ordonnance d'antidépresseurs et une recommandation de thérapie 2 fois par semaine. Je suis sorti du cabinet en me sentant comme si j'avais été marqué d'une lettre écarlate. Mais j'avais aussi semé mes propres graines. Mots soigneusement choisis sur les longues heures d'Antoine, sur l'aide écrasante de Sophie, sur le sentiment d'isolement et d'être surveillé. Rien d'ostentatoire, rien qui ne puisse sembler de la paranoïa, mais assez pour créer le doute. Le jeu changeait, et j'étais enfin prêt à jouer. Ce soir-là, je me suis préparé pour la visite de Maître Dubois comme un général se préparant à la bataille. J'ai choisi ma tenue avec soin. Une robe simple qui montrait mon corps postpartum. Mes cheveux non lavés attachés en un chignon désordonné. Juste assez de maquillage pour avoir l'air d'avoir essayé mes échoués. J'ai cuisiné le repas préféré d'Antoine, un pot-au-feu avec des légumes, le genre de geste domestique qui renforcerait l'image de l'épouse dévouée. Mais j'ai aussi fait en sorte de brûler légèrement les petits pains, de renverser de la sauce sur ma robe pour paraître juste assez éparpillé pour sembler dépassé. Maître Dubois est arrivé à 19h, portant une mallette et arborant le sourire confiant qui me donnait la chair de poule. Il était exactement comme je m'en souvenais de la vidéo. Grand, cheveux argentés, costume cher, yeux qui ne rataient rien. Madame Dubois, dit-il en me serrant la main. Félicitations pour les jumeaux. Comment vous adaptez-vous? C'est difficile, dis-je, la réponse standard que j'avais perfectionnée. J'imagine que oui. Les jumeaux demandent beaucoup de travail. Vous avez la chance d'avoir une famille si solidaire. Famille solidaire. L'ironie avait un goût amer sur ma langue. Le dîner était une performance soigneusement orchestrée. J'ai joué l'hôtesse éparpillée, oubliant de servir le pain, renversant presque le plat de service, m'excusant constamment pour mon cerveau de bébé. Antoine et Dubois échangeaient des regards par-dessus la table. Et je pouvais les voir ajouter mentalement à leur liste de preuves. Vous semblez fatigué, observa Dubois pendant le plat principal. Je le suis. J'ai admis que les bébés se réveillent encore toutes les quelques heures. Ce n'est pas normal pour des jumeaux de 2 semaines, dit-il. Ils devraient dormir plus longtemps maintenant. Pas normal. La phrase qui était devenue la bande sonore de ma vie. Je suis les conseils du pédiatre, dis-je. Docteur Moreau a mentionné certaines inquiétudes concernant votre capacité à prendre soin des bébés, continua Dubois, sa voix décontractée, mais ses yeux vifs. Elle a recommandé une thérapie. J'ai vu docteur Dubois aujourd'hui, dis-je. Elle a été très utile. Bien. La santé mentale est si importante, surtout pour les nouvelles mères. La dépression postpartum peut être très grave si elle n'est pas traitée. Dépression postpartum. Après le dîner,
Antoine et Dubois se sont retirés au bureau pendant que je nettoyais, mais j'avais préparé ce moment. J'avais installé un appareil d'écoute dans la pièce des semaines auparavant, quand j'ai d'abord suspecté que quelque chose n'allait pas. À travers le microphone caché, je les ai écoutés discuter de leur stratégie. Elle se détériore plus rapidement que nous ne le pensions, dit Dubois. Le thérapeute a confirmé ce que nous pensions. Signe classique de dépression postpartum. Combien de temps avant de pouvoir déposer, demanda Antoine. Une semaine de plus, peut-être 2. Nous devons établir un schéma clair de négligence. La perte de poids de l'un des jumeaux est parfaite. Cela montre qu'elle ne leur fournit pas une nutrition adéquate. Et si elle se défend, elle ne le fera pas. Elle est trop isolée, trop dépendante. Quand elle réalisera ce qui se passe, il sera trop tard. Mais je réalisais déjà ce qui se passait. Et j'étais déjà 3 étapes en avance. Quand ils sont sortis du bureau, j'étais assise dans le salon, nourrissant Eva pendant que Thomas dormait dans son siège bébé. L'image de la tranquillité domestique. « Comment va maman » demanda Dubois, sa voix condescendante. « Je vais bien, dis-je, mais je laissai ma voix sonner tendue. Tu as vraiment l'air fatigué. Peut-être que tu devrais te reposer. Je le ferai après que les bébés seront installés. » Dubois échangea un autre regard avec Antoine. « Vous savez, Madame Dubois, si vous avez jamais besoin de soutien supplémentaire, il existe des ressources disponibles. Parfois, les nouvelles mères ont besoin de plus d'aide qu'elles ne sont à l'aise d'admettre. Des ressources comme la famille d'accueil, comme les arrangements de garde, comme le plan qu'ils avaient déjà mis en mouvement. Je me débrouille, dis-je. Bien sûr que vous vous débrouillez. Mais se débrouiller n'est pas la même chose que prospérer. Vos bébés méritent une mère qui prospère. Les mots frappèrent comme une gifle. Mes bébés méritaient une mère qui prospérait, pas une mère qui était systématiquement détruite par les gens qui prétendaient l'aimer. Après le départ de Dubois, j'ai fait les mouvements de ma routine nocturne. J'ai vérifié les bébés, je me suis brossé les dents, j'ai changé pour mon pyjama, mais je ne suis pas allé me coucher. Au lieu de cela, je me suis assise dans la nurserie, regardant mes enfants dormir, et j'ai finalisé mon plan. Ils m'avaient sous-estimé. Ils m'avaient rejeté comme faible, brisé, incapable de me défendre. Ils pensaient avoir déjà gagné. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils avaient tort. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des semaines. Aujourd'hui était le jour où j'allais retourner la situation. Aujourd'hui était le jour où j'allais leur montrer exactement qui ils avaient à faire. Je suis descendu pour trouver Sophie déjà dans la cuisine, nourrissant les bébés. Elle avait l'air parfaitement à l'aise, parfaitement maternelle, parfaitement prête à s'installer dans ma vie. « Bonjour », dit-elle, sans lever les yeux du biberon de Thomas. « Tu as l'air mieux. »« As-tu un peu dormi ?» dis-je, me versant du café. « Sophie, puis-je te demander quelque chose ?»« Bien sûr. »« Penses-tu que je suis une bonne mère ?» La question l'a pris par surprise. Elle leva les yeux, ses yeux calculants. « Tu fais de ton mieux », dit-elle finalement. « Mais être une mère n'est pas facile, surtout avec des jumeaux. Surtout quand tu as d'autres problèmes. » D'autres problèmes, les problèmes de santé mentale qu'ils avaient fabriqués. Quel genre d'autres problèmes, demandai-je. Tu sais, la dépression, l'anxiété, les difficultés à créer des liens avec les bébés. Je n'ai pas de difficulté à créer des liens avec mes bébés, dis-je, gardant ma voix égale. Vraiment ? Quand est-ce la dernière fois que tu les as tenus sans avoir l'air mal à l'aise ? Quand est-ce la dernière fois que tu leur as souri ? Vraiment souri. Je les regardais, la voyant clairement pour la première fois. L'inquiétude dans sa voix était fausse, mais le calcul dans ses yeux était réel. Elle prenait plaisir à cela. Prendre plaisir à ma douleur, à ma confusion, à ma chute. Je leur souris tout le temps, dis-je. Vraiment ? Parce que de là où je me tiens, on dirait que tu fais les choses par automatisme. Comme si tu faisais ce que tu pensais devoir faire, pas ce que tu ressens. Les mots étaient conçus pour blesser, pour me faire douter de moi-même. Mais au lieu de cela, ils m'ont mis en colère. Une colère froide, claire, concentrée. Peut-être que tu as raison, dis-je. Peut-être que j'ai besoin d'aide. Je pense que tu as besoin. Nous avons tous besoin. Antoine et moi étions inquiets pour toi. Antoine et moi, la phrase qui était devenue leur carte de visite. Le couple qui avait remplacé le mariage.
Je sais, dis-je. Je vois à quel point tu te soucies. Quelque chose dans mon ton la fit me regarder plus attentivement. Pendant un instant, le masque glissa et je vis la vraie Sophie, la femme qui planifiait ma destruction depuis des mois, peut-être des années. Je me soucie, dit-elle, mais sa voix était incertaine. Maintenant, je sais que tu te soucies. Tout comme tu te souciais quand tu as couché avec mon mari. Tout comme tu te souciais quand tu as planifié de me prendre mes enfants. Tout comme tu te souciais quand tu as comploté pour me faire déclarer mentalement inapte. La couleur quitta son visage. Je ne sais pas de quoi tu parles. Vraiment? Phase 1. Établir un schéma d'instabilité. Phase 2. Documenter des soins inadéquats aux enfants. Phase 3. Dépôt d'urgence de la garde. Phase 4. Arrangement de garde permanent. Elle reculait maintenant, ses yeux écarquillés de choc et de peur. Je connais le plan, Sophie. Je connais les avocats, les médecins, la campagne soigneusement orchestrée pour me détruire. Je connais la vidéo où toi, Antoine et Maître Dubois discutiez de me droguer si je ne craquais pas assez vite. Tu es paranoïaque, dit-elle, mais sa voix tremblait. Tu as des délires. C'est exactement ce que nous craignons. Est-ce que j'ai? Alors explique-moi ça. J'ai sorti mon téléphone et j'ai joué l'audio de leur conversation de dîner. La voix de Dubois remplit la cuisine, discutant de leur stratégie, de leur calendrier, de leur certitude que j'étais trop faible pour me défendre. Le visage de Sophie devint blanc. Où as-tu trouvé ça? J'enregistre tout. Chaque conversation, chaque réunion, chaque moment de votre petite conspiration. J'ai une vidéo de toi et Antoine dans le parking. J'ai des copies de tous ces emails. J'ai de la documentation sur chaque mensonge que tu as dit, chaque manipulation que tu as utilisée. Tu ne peux rien prouver, dit-elle, mais sa voix était désespérée maintenant. Est-ce que je peux? J'ai 18 mois de preuves. Pensiez-vous vraiment que j'étais si stupide que je ne le remarquerais pas? Si faible que je ne me défendrais pas? Tu es faible, cracha-t-elle, son masque tombant enfin complètement. Tu as toujours été faible. On t'a tout donné. Le mari parfait, la maison parfaite, la vie parfaite, et tu ne pouvais même pas l'apprécier. Alors, tu as décidé de le prendre. J'ai décidé de faire ce qui était le mieux pour tout le monde. Antoine mérite mieux qu'une femme qui ne peut même pas s'occuper de ses propres enfants. Les bébés méritent mieux qu'une mère trop égoïste pour voir qu'elle les déçoit. Les décevoir. Je les ai portés pendant 9 mois. Je les ai mis au monde. Je les aime plus que ma propre vie. L'amour ne suffit pas. Tu n'es pas apte à être leur mère. Tu ne l'as jamais été. Les mots frappèrent comme un coup physique, mais je ne s'y ai pas. Je m'attendais à cela, m'y étais préparé. Tu as raison, dis-je calmement. L'amour ne suffit pas, mais les preuves. Et j'ai assez de preuves pour vous détruire tous les deux. Que veux-tu? Je veux que tu sortes de ma maison. Je veux que tu sortes de ma vie. Je veux que tu disparaisses et que tu ne reviennes jamais. Et si je ne le fais pas, alors je m'assurerai que tout le monde sache exactement ce que tu es. La police, les tribunaux, les médias. Je m'assurerai que ton nom soit synonyme de trahison et de mise en danger d'enfants. Je m'assurerai que tu ne travailles plus jamais dans le droit, que tu n'aies plus jamais de famille, que tu n'aies plus jamais de paix. Elle me fixa, me voyant clairement pour la première fois, voyant la femme qu'elle avait sous-estimée, la combattante qu'elle avait rejetée, l'ennemi qu'elle avait créé. Tu ne peux pas, murmura-t-elle. Regarde-moi. Le son de la voiture d'Antoine dans l'allée brisa la tension. Sophie regarda vers la porte, puis de nouveau vers moi. Ce n'est pas fini, dit-elle. Oui, ça l'est. Tu ne le sais pas encore. Antoine franchit la porte, son visage s'éclairant en voyant Sophie. Puis il remarqua la tension dans la pièce, la façon dont nous nous tenions comme des adversaires dans un ring de boxe. Que se passe-t-il? Demanda-t-il. Rien, dit rapidement Sophie. Nous discutons juste du programme des bébés. Mais je souriais, froid et tranchant comme une lame. En fait, mon cher, nous discutions de ton avenir, ou de son absence. Et pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé, je me sentais moi-même. Vivante, dangereuse, prête à me battre. La vraie bataille ne faisait que commencer. Le visage d'Antoine traversa une série d'expressions. Confusion, inquiétude, et enfin reconnaissance. Il savait.
D'une manière ou d'une autre, il savait que tout avait changé. Que se passe-t-il, demanda-t-il à nouveau, sa voix soigneusement contrôlée. Pourquoi ne le dis-tu pas, Sophie, dis-je, ma voix aussi ferme que de l'acier. Dis-lui de notre conversation. Dis-lui des enregistrements. Dis-lui des 18 mois de preuves que j'ai contre vous deux. Le silence s'étira entre nous comme un fil tendu. Le visage de Sophie était pâle, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle posait le biberon de Thomas. Les yeux d'Antoine balayaient entre nous, calculant, évaluant, essayant de comprendre ce que je savais. Je ne sais pas de quoi tu parles, dit-il finalement. Vraiment? Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. J'ai sorti mon téléphone et j'ai joué la vidéo que j'avais trouvée dans son bureau. Leurs voix remplirent la cuisine. Antoine, Sophie et Maître Dubois discutant de leur plan pour me détruire. Le calendrier, la stratégie, la mention nonchalante de me droguer si je ne craquais pas assez vite. Le visage d'Antoine traversa une nouvelle série d'expressions, mais cette fois, elles se stabilisèrent sur quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de la culpabilité, pas du remords, quelque chose de plus grand. Tu nous espionnais, dit-il. Je me protégeais, moi et mes enfants. Ce sont aussi nos enfants, dit Sophie, retrouvant sa voix. J'ai été plus une mère pour eux que tu ne l'as été. Tu as été un parasite, un manipulateur, une femme tellement désespérée pour ce que j'avais que tu étais prête à me détruire pour l'obtenir. Je ne te détruisais pas, dit Antoine, s'approchant. J'essayais de t'aider. Tu es malade, Charlotte. Tu as besoin d'aide. Charlotte. Mon nom sonnait étrange sur ses lèvres, comme s'il se distançait déjà de moi. Je ne suis pas malade. Je suis en colère. Il y a une différence. C'est exactement ce que nous craignons, dit Sophie, reculant vers la porte. La paranoïa, les délires, le comportement agressif. Comportement agressif? Tu n'as pas encore vu de comportement agressif. Antoine s'avança pour bloquer mon chemin vers les bébés. Tu m'effraies, Charlotte. Ce n'est pas toi. Non, ce n'est pas. La vieille Charlotte t'aurait laissé te détruire. Aurait cru tes mensonges, accepté ton gaslighting, serait partie tranquillement dans la nuit. Tu fais une crise de nerfs, dit Antoine, son ton prenant ce ton condescendant qu'il avait perfectionné. Tu as besoin d'aide. Laisse-nous t'aider. M'aider comme tu m'as aidé en couchant avec ma sœur. Comme tu m'as aidé en planifiant de me prendre mes enfants. Comme tu m'as aidé en complotant pour me faire déclarer mentalement inapte et t'enfuir avec mon héritage. Nous n'avons jamais rien comploté, dit Sophie, mais sa voix tremblait. Nous essayions de faire ce qui était le mieux pour tout le monde. Le mieux pour tout le monde, ou le mieux pour toi? Le téléphone d'Antoine vibra et il jeta un coup d'œil. Son visage devint blanc. Qu'est-ce que c'est? Demanda Sophie. Dubois. Il dit, la police est à son bureau. Quelqu'un leur a envoyé des preuves de nos conversations. Ils se tournèrent tous les deux pour me regarder. Je souris, froidement et avec satisfaction. Je vous ai dit que j'avais 18 mois de preuves. Je vous ai aussi dit que je vous détruirais si vous ne partiez pas. Tu as choisi de ne pas écouter. Tu ne peux rien prouver, dit Antoine, mais sa voix était désespérée maintenant. Vraiment? J'ai des enregistrements de chaque conversation, des copies de chaque email, des vidéos de chaque réunion. J'ai de la documentation sur ta liaison, ta conspiration, tes plans pour me droguer et me prendre mes enfants. J'ai des preuves de fraude, de conspiration et de mise en danger d'enfants. Mise en danger d'enfants, murmura Sophie. Que appelles-tu détruire systématiquement la santé mentale d'une mère? Que appelles-tu l'isoler de son système de soutien? Que appelles-tu planifier de prendre ses enfants sur la base de preuves fabriquées? Les téléphones d'Antoine vibrèrent à nouveau. Puis à nouveau, les messages arrivaient vite. Ils saisissent ces fichiers, dit-il, sa voix creuse. Ils ont des mandats. Bien. Ils trouveront tout ce que je leur ai envoyé. Les emails, les enregistrements, le calendrier. Toute votre conspiration exposée avec vos propres mots. Tu ne comprends pas, dit Sophie, s'avançant vers moi. Nous avons fait cela pour les bébés. Tu n'es pas capable de t'en occuper. Je ne suis pas capable. C'est moi qui les ai portés pendant 9 mois pendant que tu planifiais de les voler. C'est moi qui ai traversé 18 heures de travail pendant que tu calculais comment me les prendre. C'est moi qui les aimais avant même leur naissance, pendant que tu les considérais comme des pions dans ton jeu malsain.
Ce n'est pas vrai, dit Antoine, mais sa voix manquait de conviction. Vrai? Dis-moi, Antoine, quand tu les as tenus pour la première fois, qu'as-tu ressenti? La satisfaction que ton plan fonctionnait. Il ne répondit pas. Il ne pouvait pas répondre. Comme nous le savions tous, la vérité, continuai-je. L'amour. Écrasant, dévastateur, bouleversant. Ils sont mon cœur, mon âme, tout mon être. Et tu pensais pouvoir me les prendre. Nous pensions faire ce qui était le mieux, dit Sophie, les larmes coulant sur son visage. Tu avais l'air si dépassé, si détaché. Nous pensions, tu pensais que j'étais faible. Tu pensais que j'étais stupide. Tu pensais que j'allais me laisser faire et te laisser me détruire. Nous n'avons jamais voulu te détruire, dit Antoine. Non. Alors, qu'est-ce que tu appelles ça? Que appelles-tu m'isoler systématiquement de mes amis et de ma famille? Que appelles-tu me convaincre de quitter mon emploi pour que je sois financièrement dépendante de toi? Que appelles-tu me faire croire par gaslighting que j'étais mentalement instable? Nous essayons d'aider, dit Sophie. Mais même elle ne semblait plus convaincue. Aider. Tu essayais de m'effacer, de me faire disparaître pour que tu aies ma vie, mes enfants, mon tout. Le téléphone d'Antoine sonna. Il répondit d'une main tremblante. Dubois, que se passe-t-il? Son visage devint plus pâle à chaque mot. Es-tu sûr? Tout? Quand? Il raccrocha et regarda Sophie. Ils ont tout. Les papiers de garde, les dossiers médicaux, les documents financiers, tout. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda-t-elle. Cela signifie que nous avons fini, dis-je. Cela signifie que votre conspiration est exposée. Cela signifie que vous n'aurez jamais mes enfants. Ce n'est pas fini, dit Antoine. Mais sa voix était creuse. Oui, ça l'est. Tu ne le sais juste pas encore. Les sirènes hurlaient au loin, se rapprochant. Sophie regarda vers la porte, puis de nouveau vers moi. Je dois y aller, dit-elle. Oui, tu dois y aller. Et tu dois ne jamais revenir. Elle rassembla rapidement ses affaires, ses mains tremblant. À la porte, elle se retourna. Je suis désolée, dit-elle. Je n'ai jamais voulu que cela aille aussi loin. Oui, tu l'as voulu. Tu l'as voulu exactement jusqu'à ce point. Tu ne t'attendais juste pas à être attrapé. Elle partit et il ne restait plus que Antoine et moi et les bébés. Le silence s'étira entre nous, lourd du poids de la trahison et des promesses rompues. Que se passe-t-il maintenant? Demanda-t-il. Maintenant tu affrontes les conséquences de tes choix. Maintenant, tu perds tout ce que tu as essayé de me prendre, à moi et à nous. Et nous? Je le regardais. Cet homme que j'avais aimé de tout mon cœur. Cet homme qui avait comploté pour me détruire et ne ressentait rien d'autre que du mépris glacial. Il n'y a pas de nous. Il n'y en a jamais eu. Tu t'en es chargé. Les sirènes se rapprochaient. Bientôt, la police arriverait et le vrai jugement commencerait. Mais pour l'instant, j'ai pris mes bébés dans mes bras et je les ai tenus près de moi, sentant leur chaleur contre ma poitrine, leur petit cœur battant contre les miens. Ça va, leur murmurai-je. Maman est là. Maman sera toujours là. Et pour la première fois depuis des mois, je le pensais vraiment. La salle d'audience était bondée, mais je remarquais à peine la foule. Je me suis assise au premier rang, mon avocate à côté de moi, regardant le juge lire le verdict qui déterminerait le reste de ma vie. Dans l'affaire de la garde d'Eva Rose Dubois et Thomas-Antoine Dubois, le tribunal constate que le plaignant, Antoine Dubois, s'est engagé dans une campagne systématique d'abus émotionnels, de manipulation et de conspiration pour frauder la défenderesse de ses droits parentaux. Les mots me traversèrent comme une pluie purificatrice. 6 mois de bataille juridique, de déposition et d'audience, de revivre chaque moment de leur trahison avaient mené à ce moment. De plus, le tribunal constate que la défenderesse, Madame Charlotte Dubois, a été victime d'une conspiration élaborée impliquant non seulement son mari, mais aussi sa sœur, Sophie Martin, et son avocat Maître Dubois, qui ont tous deux été inculpés de conspiration, de fraude et de mise en danger d'enfants. Antoine était assis de l'autre côté de l'allée, son visage pâle et vaincu. Sophie n'était pas là. Elle avait fui le pays lorsque les accusations avaient été portées, mais il l'avait finalement retrouvée. Elle faisait face à son propre procès devant un tribunal fédéral. Le tribunal accorde par la présente la garde exclusive des enfants mineurs à leur mère, Charlotte Dubois,
et met fin à tous les droits parentaux d'Antoine Dubois. Garde exclusive. Les mots que j'avais rêvé d'entendre pendant des mois. Mes enfants étaient en sécurité. Ils étaient à moi pour toujours. En outre, le tribunal accorde à la défenderesse des dommages et intérêts d'un montant de 2 millions d'euros pour détresse émotionnelle, perte de revenus et dommages punitifs. 2 millions d'euros, assez pour recommencer. Assez pour construire une nouvelle vie pour moi et mes enfants, loin des décombres de l'ancienne. Le marteau du juge tomba avec une finalité qui résonna dans la salle d'audience. C'était fini. Le cauchemar était enfin terminé. Dehors, devant le palais de justice, je me tenais au soleil, tenant mes bébés et me sentant vraiment libre pour la première fois depuis des années. Ils étaient plus grands maintenant, 6 mois, leur personnalité commençait à émerger. Eva était sérieuse et réfléchie, ses yeux sombres toujours observateurs. Thomas était rapide à sourire, son rire contagieux et brillant. Ils étaient parfaits. Ils étaient à moi, et personne ne me les enlèverait jamais. Mon téléphone vibra avec un message de ma nouvelle thérapeute, la vraie, pas celle qu'ils avaient choisie pour moi. Docteur Leclerc m'avait aidé à surmonter le traumatisme de la trahison, m'avait aidé à comprendre que ce qui m'était arrivé n'était pas de ma faute. Comment ça s'est passé, lut le message. Nous avons gagné, tapez jeu en retour. C'est fini. Félicitations. Tu t'es battu pour tes enfants et tu as gagné. Tu devrais être fier. Fier? Oui, j'étais fier, pas seulement de la victoire, mais de la femme que j'étais devenue. La femme qui avait refusé d'être brisée. La femme qui s'était défendue. Je regardais mes enfants, mon cœur plein d'amour et d'espoir pour l'avenir. Ils grandiraient en sachant que leur mère était forte, qu'elle s'était battue pour eux quand cela comptait le plus. Allez, les bébés, murmurai-je. Rentrons à la maison. Alors que nous marchions vers ma voiture, je ressentis un sentiment de paix que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Le cauchemar était terminé. Les traîtres avaient été vaincus. Justice avait été rendue. Mais plus que cela, j'avais découvert quelque chose sur moi-même que je n'avais jamais su auparavant. J'étais plus forte que je ne l'avais jamais imaginé. J'étais une combattante. J'étais une survivante. Et j'étais enfin vraiment libre. Le soleil se couchait alors que nous rentrions à la maison, peignant le ciel dans des nuances d'or et de cramoisi. C'était beau. C'était parfait. C'était le début de notre nouvelle vie. Une vie où nous n'aurions jamais plus à craindre la trahison. Une vie où l'amour signifierait ce qu'il était censé signifier. Une vie où mes enfants seraient en sécurité, aimés et protégés. J'avais tenu mes jumeaux nouveau-nés seuls devant l'hôpital, regardant les personnes en qui j'avais le plus confiance au monde me trahir. J'avais gelé à ce moment-là, dépassé par l'ampleur de leur tromperie. Mais je n'étais pas resté figé. Je m'étais défendu. J'avais gagné. Et maintenant, en rentrant à la maison avec mes enfants en sécurité dans leur siège auto, je savais que peu importe ce que l'avenir réservait, nous l'affronterions ensemble. En tant que famille, en tant que survivants, en tant que gagnants, le cauchemar était terminé. Le rêve ne faisait que commencer.